Il vient de nous rejoindre, vous avez entendu la petite musique qui démarrait, euh, pour parler effectivement de cette tendance sur les marchés financiers, leur potentiel global, pour essayer de mesurer ce que le marché a dans le ventre face aux différentes situations et notamment géopolitiques. Kevin Lenoy, bonjour Kevin. Bonjour. Pour Avant-Garde Family Office, voilà la petite musique. Kevin, vous allez rendre votre verdict face au marché et face à Donald Trump. Ce moment qu'on va vivre, ce verdict que vous allez rendre, est-ce que vous l'assumez ? Je l'assume totalement. On vous écoute. Eh bien, j'assume qu'à court terme, à minima, Donald Trump est peut-être le meilleur ami des investisseurs. Oh. À court terme, Donald Trump est peut-être le meilleur ami des investisseurs. Je vois pas en quoi. Enfin, cette semaine, les marchés ont reculé. Absolument. Il fallait être taquin, il fallait essayer de voir un peu d'ironie. Vous avez tout à fait raison là-dessus, mais pas tant que ça, parce que en réalité, techniquement, je me méfie bien entendu des tacos Trump, vous savez, systématiques, du put politique. Trump soutiendra toujours le marché. Mais force est de constater que dans ces éléments-là, dans ce chaos un petit peu trumpien, il peut y avoir des opportunités parce que ça crée une volatilité et ça peut nous ramener justement sur des dossiers que l'on ne regardait plus ou créer des opportunités pour des investisseurs qui ne voulaient plus suivre le marché. On pense notamment à avril 2025, c'est très facile bien entendu de repartir de là, mais avec des valorisations pré-guerre commerciale à 25 fois les bénéfices anticipés, on se souvient tous que certains dossiers nous paraissaient très inaccessibles. Alors on se souvient, ce chaos trumpien, encore une fois, à mesure que l'on sait gérer ce discours-là, il a créé des opportunités. Si on en revient aujourd'hui, il va y avoir potentiellement des écartements de spread de taux, et donc même sur des gestions actions, sur des gestions obligataires, des gestions CTA, il peut se passer des choses et de ce point de vue-là, ça peut amener encore une fois des investisseurs à prendre des opportunités. Ça pose la question très profonde. Pour les marchés, qu'est-ce qui est le plus dangereux, le chaos ou l'ennui ? Je crois que c'est l'ennui, absolument. En tout cas, j'allais vous dire, le chaos trumpien n'est pas un chaos structurel pour l'instant. Il n'a pas renversé la table économiquement, c'est très net. Et donc aujourd'hui, c'est la possibilité du chaos. Bien sûr, absolument. Tant que Donald Trump ne franchit pas le Rubicon, tant qu'il n'y a pas une réelle rupture économique, eh bien de ce point de vue-là, ça peut encore une fois créer des opportunités. L'ennui peut être dangereux parce qu'on peut s'asseoir sur certains dossiers, on peut oublier des fondamentaux, et globalement, Donald Trump, il a une espèce de force de rappel comme ça pour nous ramener justement encore une fois, à une réalité et à revoir nos dossiers. Oui, c'est-à-dire qu'il permet au marché de faire l'effort, de s'assainir, parce que à chaque fois qu'on a peur que d'un seul coup le marché tremble, ça permet, c'est comme quand on secoue un arbre, quoi. Ça permet de faire tomber les fruits les plus mûrs, ceux qui avaient besoin de tomber, quoi. Exactement. Souvenons-nous de périodes, je pense à 2023, sur des niveaux qui étaient des niveaux de volatilité quasiment déprimants. On en parlait en plateau en se disant finalement, mais que doit-on faire ? Qu'est-ce que l'on peut faire de plus que ce que l'on a aujourd'hui en portefeuille ? Eh bien là encore, l'ennui peut être dangereux et il nous ramène encore une fois à une vérité qui peut être intéressante. Par ailleurs, c'est peut-être là aussi trivial, mais la violence qu'il emploie dans son discours, elle est similaire encore une fois à celle du basculement intelligence artificielle que l'on vit, à la force du changement de croissance que l'on est en train de vivre, et donc globalement il peut aussi soutenir ce mouvement-là. N'oublions pas encore une fois qu'on a des niveaux de valorisation qui sont très élevés, ça va très vite, très vite, et Donald Trump il a un argument aujourd'hui, il soutient la croissance, certes il faut vérifier l'inflation, mais ça peut encore une fois soutenir ces niveaux-là, et donc il peut y avoir des bienfaits. Je comprends, il y a plein de raisons de voir le verre à moitié plein, c'est vrai. Et quand il parle mal aux Européens, la forme est détestable, mais sur le fond, il faut l'écouter. Absolument. Ce qu'il dit n'est pas faux, loin de là. Sauf que, voilà, on va se remettre dans la peau des marchés. Il devient de gauche, quoi. Enfin, ça peut poser un problème à Wall Street. À mesure qu'on approche des mid-term, il devient presque de gauche. Il intervient partout, dans tous les secteurs. Il a demandé au secteur bancaire de réduire les taux des cartes de crédit. Il veut faire baisser les prix des médicaments. Il veut interdire les dividendes et les rachats d'actions dans certains secteurs, le secteur de la défense. Ça, c'est plutôt Main Street. C'est pas Wall Street. Non. De ce point de vue-là, c'est pas l'ami des investisseurs, je suis désolé de vous le dire. Je suis totalement d'accord avec vous là-dessus. Et donc, c'est là, effectivement, qu'il faut surpasser un discours radical qui dirait, effectivement, tout va monter et ne regardons rien. Ça amène, par exemple, là aussi, une opportunité en termes de rotation sectorielle, potentiellement. Bien entendu, il va y avoir des vrais sujets, justement, sur ces taux de carte de crédit. Mais regardons le début d'année. Les pétrolières étaient endormies. On a une pression à la baisse sur le baril de pétrole. Et malgré tout, on a enfin des majors qui ressurgissent, là où les investisseurs s'ennuyaient, voire aujourd'hui allaient toquer à notre porte pour nous dire que se passe-t-il sur Chevron, Exxon et consorts. Donc ça peut créer des opportunités à mesure d'être regardant et picky, bien entendu. Alors, vous allez nous dire comment investir dans ces marchés face à pas au chaos Trump, mais à la possibilité du chaos qu'il brandit en permanence, Donald Trump. Juste avant, vous disiez il a ses effets vertueux sur les marchés. Vis-à-vis de l'Europe, vous estimez qu'il a un effet vertueux parce que l'Europe prend conscience de ses faiblesses, ou au contraire, comme il a un peu reculé sur le Groenland, l'Europe va ressortir de tout ça en disant voilà, c'est bon, on a gagné? Je ne crois pas qu'on puisse se targuer aujourd'hui de dire que c'est une victoire pour l'Europe, déjà parce que Trump n'en a sûrement pas terminé avec ce dossier-là, me semble-t-il. De mon point de vue, effectivement, il nous met en face de nos faiblesses, donc c'est
extrêmement désagréable, disons-le très clairement. Le discours est violent, il est exagéré, ça c'est certain. Par contre, encore une fois, face à ces faiblesses, eh bien là aussi c'est une opportunité potentiellement pour les Européens de se remobiliser et puis de mettre en avant quelques forces et de les développer. Rappelons que le marché européen, tel que c'est bien fait, c'est un marché de consommateurs privés qui est extrêmement important. Donc Donald Trump ne peut pas s'en passer, les Européens auraient tort de ne pas en jouer. Rappelons également que ce sont des commandes publiques qui sont aujourd'hui très importantes, dont d'ailleurs les acteurs de la technologie américaine sont extrêmement dépendants. Et puis, ça a été l'éléphant dans la pièce, mais rappelons également que les Européens font partie de ces détenteurs de T-notes américains, donc il y a une vraie pression potentielle à avoir vis-à-vis de l'investisseur ou du politique américain. Et donc, globalement, oui, il insiste sur des faiblesses, mais il peut, encore une fois, bien motiver des forces potentielles. Comment on investit là dans ce marché, face à ces incertitudes? On annonce d'or qui se rapproche aujourd'hui des 5 000 $, qui a battu un nouveau record. Je sais pas, il y en a qui nous disent qu'ils commencent à regarder les terres rares en bourse parce qu'il y a quelques valeurs très volatiles. Enfin, comment vous faites, vous? Alors je vais m'exclure, j'en suis navré de tous ces épisodes-là. Ce que l'on regarde plutôt de notre côté, globalement, c'est la rigueur, c'est-à-dire la rigueur de gestion. Ce que l'on cherche, c'est maintenir justement des fondamentaux. On va maintenir nos portefeuilles très similaires en réalité à ce qu'ils étaient. Et les ajustements, ce sont plutôt des ajustements, ce que je décrivais, très opportunistes. On est aujourd'hui assis, encore une fois, sur des valeurs qui sont des valeurs plutôt leaders au sein de nos portefeuilles. On aime les valeurs qui ont des fondamentaux solides en termes opérationnels, en termes de bilan, des capacités à défendre des barrières à l'entrée qui sont extrêmement importantes. Et je crois assez peu, à vrai dire, effectivement, à des allers-retours, comme vous l'évoquez, thématiques. Je m'en méfie beaucoup. Sur l'or, effectivement, ça fait clairement partie aujourd'hui d'une très belle allocation patrimoniale, à n'en pas douter. Et je ne considère pas que l'or soit aujourd'hui un actif à risque. Par contre, il ne faut pas confondre l'or. Moi, je ne le considère pas comme un actif refuge à part entière, puisque ce que l'on ne doit pas oublier, encore une fois, ce qui fait le mouvement sur l'or, c'est bien plus la diversification des réserves de change de banque centrale plutôt que le particulier. Vous parlez de saine gestion hein, quand il est question de choisir des valeurs, des actifs. Justement, les small et mid caps, ça a été une des grandes révélations de l'année dernière. Ça va continuer à bien se tenir en bourse, ça, cette année ? Je le considère oui, parce que globalement, il y a un point qui est un point fondamental aujourd'hui dans la gestion, ce sont les publications et les fondamentaux. Et lorsque l'on regarde justement cet univers-là, on a un vivier justement de qualité, je vais le dire ainsi, qui est extrêmement important. N'oublions pas justement que face à tout le bruit qu'on vient de décrire, positif, négatif, comme vous le disiez Guillaume, on a aujourd'hui une nécessité, le fer de lance d'une gestion, ce sont les fondamentaux. Ils ne mentiront pas. Donc pour vous répondre, bien entendu, oui, dans ce segment-là, aujourd'hui, recèle des fondamentaux d'extrêmement bonne qualité. Surtout, on a une avance sur le cycle, aujourd'hui, sur ces small et mid. Rappelons tout ce que l'on a eu en réalité sur les années passées, qui était à contre-courant des gestions large cap. Aujourd'hui, elles ont sûrement, elles, déjà passé un creux récessif, et elles reviennent, au contraire, sur certains segments de manière très intéressante. Le CAC small et mid progresse cette semaine, où cette semaine, on a secoué le cocotier pour faire tomber les noix de coco qui devaient tomber. Et ben, finalement, celle qui est tombée, c'est le CAC 40, moins 0,3 sur la semaine, alors que le CAC small et mid, lui, progresse depuis lundi. Donc voilà, ça continue. Absolument, avec une exposition géographique qui est là aussi plus domestique. Kevin Lenoy, merci beaucoup, directeur associé d'Avantgarde Family Office.